Le diagramme de dispersion peut donc déjà donner une première idée d'une association entre les deux variables. Si une telle association existe, on dit que les variables sont dépendantes. Sinon, on les appelle indépendants. Pour mesurer le degré d'association entre les deux variables, on va introduire les concepts de covariance et de corrélation. Disons que la variable x est l'indice de richesse. On pourra examiner si les valeurs prises par x sont dépendantes du taux de chômage, du prix moyen des terrains à bâtir, de la qualité de l'air de la commune, etc. Donc on pourrait prendre des autres variables et on examine s'il y a une dépendance, une association entre les deux variables. En cas de dépendance, on va faire une distinction entre deux types de dépendance. La première est la dépendance fonctionnelle. Dans ce cas, il existe une fonction f telle que y est égal à fx, donc telle qu'on sait expliquer la variable y comme fonction de x. C'est-à-dire, si on connaît la valeur de x, on connaît aussi les valeurs y en mettant les valeurs x dans la fonction f. La dépendance statistique, par contre, est une association qui est moins nette que la dépendance fonctionnelle. Cette dépendance va correspondre au lien entre deux variables le plus simple, c'est-à-dire un lien linéaire. Donc, les deux variables vont augmenter simultanément ou elles vont montrer un comportement antagoniste. Si une des variables augmente, l'autre va diminuer. Un premier paramètre pour caractériser la dépendance linéaire, pour caractériser ce lien linéaire, est la covariance. Notons que pour la suite du chapitre, on va considérer que des variables quantitatives. Donc x et y seront toujours des variables quantitatives. La covariance entre x et y est donnée par La covariance entre x et y est donnée par cette formule. Donc on indique la covariance entre les variables comme SXY et c'est la moyenne des produits xi moins x bar fois yi moins y bar. Les moyennes utilisées dans la formule sont naturellement les moyennes marginales. On calcule donc les écarts pour la variable x, donc on fait la différence entre chaque observation pour x et la moyenne de x. On fait la même chose pour y, on multiplie les deux écarts, on fait la somme de toutes ces multiplications et on divise par l'effectif total. Si on ne connaît pas la série brute, mais on a la distribution des effectifs, on pourrait modifier de nouveau la formule. On considère tous les couples des valeurs différentes, on fait les écarts pour ces couples et on le multiplie avec l'effectif pour chaque couple xg, yk. Après, on prend la somme et on divise de nouveau par n. Comment on sait interpréter le signe de la covariance? Commençons par rappeler que la moyenne est le centre de gravité du nuage de points. Si pour cette série bivariée, donc chômage et indice de richesse, on calcule la covariance, on trouve une valeur moins 33,5. La valeur de la covariance est donc négative, mais qu'est-ce que ça signifie? Pour expliquer la significance du signe, coupons le plan en 4 parties. Donc on va couper le plan en utilisant le centre de gravité, donc la moyenne, comme centre pour ce coupage. Numérotons les parties 1, 2, 3 et 4. Prenons pour commencer une observation dans la partie 2. Pour cette observation, on sait que la valeur x est plus large que la moyenne x bar et la valeur y est plus large que la valeur y bar, la moyenne y bar. L'écart xi moins x bar est donc positif et de même manière yi moins y bar est aussi positif. Donc la multiplication des deux est positive et l'observation va avoir une contribution positive à la covariance. Pour une observation dans la partie 3, on voit que la valeur x est plus large que la moyenne x bar, mais la valeur y est moins que la moyenne y bar. L'écart xi moins x bar est donc positif, mais l'écart yi moins y bar est négatif. La multiplication des deux est donc négative et cette observation
aura une contribution négative à la covariance. Pour les observations en partie 4, on voit que les valeurs x et les valeurs y sont inférieures aux moyennes. Les deux écarts seront donc négatifs, mais la contribution, c'est-à-dire la multiplication des deux, est positive. Et finalement, pour les observations dans partie 1, on voit que l'écart pour x est négatif, mais l'écart pour y est positif, et donc la multiplication est négative, l'influence sur la covariance est négative. La covariance est donc la somme de toutes les contributions qui sont positives, marquées en vert, donc correspondant aux parties 2 et 4, plus la somme des contributions négatives, c'est-à-dire les observations en partie 1 et 3, et après on divise par n. On voit donc que la position des observations par rapport au centre de gravité est importante pour déterminer le signe de la covariance. Si le signe de la covariance est positif, ça veut dire qu'il y a surtout des observations dans la partie 2 et 4. Si le signe est négatif, la plupart des observations se trouvent dans la partie 1 et 3. Pour cet exemple, on voit qu'il y a une relation décroissante entre les deux variables. Cela implique que la plupart des observations est dans la partie 1 et 3. Et donc, s'il y a une relation décroissante entre les deux variables, cela va correspondre à un signe négatif de la covariance. Un signe positif de la covariance va impliquer une relation croissante. Regardons maintenant quelques propriétés de la covariance. Premièrement, la covariance est une mesure symétrique, donc la covariance entre x et y est la même que la covariance entre y et x. Cette propriété est une implication directe de la définition. Et en plus, si on calcule la covariance entre deux fois la même variable, donc la covariance entre x et x, on trouve la variance. Une autre manière pour calculer la covariance est de prendre la moyenne des produits xi, yi, moins le produit des moyennes x bar, y bar. La calculation est très facile. Prenons la formule de base. Dans cette formule, on prend le produit, donc on multiplie xi moins x bar fois yi moins y bar. Ça donne xi, yi, moins xi, y bar, moins x bar, yi, plus y bar, x bar. On fait la somme de chaque partie. Donc on a la somme xi, yi, moins y bar fois la somme de xi. Donc y bar n'est pas dépendant de l'indice. On sait le mettre dehors. Même chose pour x bar. Et 1 divisé par n par la somme des moyennes. On garde la première terme. Pour la deuxième terme, on voit que ça devient y bar fois x bar. Après x bar fois y bar. Et pour le dernier terme, on a la multiplication x bar y bar n fois. Donc c'est n fois x bar y bar divisé par n. Où finalement on trouve la formule qu'on devrait avoir. Quel est l'effet d'un changement d'échelle et d'origine sur la covariance? Vu que la définition de la covariance est très similaire à la définition de la variance, on s'attend à un comportement similaire. Disons qu'on fait des transformations affines sur les observations, donc on transforme x en a fois x plus b, et on transforme y en c fois y plus d. À ce moment-là, la covariance de la nouvelle série sera la covariance de la série originelle fois A fois C. Pour la preuve, on a besoin de la définition de la covariance, la distributivité, et on va exploiter la transformation de la moyenne et de la variance. Commençons par la définition de la covariance pour les variables transformées. On remplace x' par ax plus b, on remplace y' par cy plus d, et on sait que les moyennes suivent les mêmes transformations. On voit que la translation s'annule, donc b moins b s'annule,
D moins D s'annule. Et après, on sait mettre les facteurs A et C en évidence. Ce qui nous donne cette expression. On voit donc maintenant qu'on a obtenu la formulation de la covariance de la série bivariée originelle. Et donc c'est A fois C fois la covariance d'origine. Pour la covariance, le signe de la covariance est informatif, c'est-à-dire si le signe est positif, l'association entre x et y est positive, donc si x augmente, y va augmenter aussi. Et pour un signe négatif de la covariance, des augmentations de x seront liées à des diminutions de y, mais la valeur absolue de la covariance n'est pas informative du tout. Ça ne permet pas de se faire une idée de l'intensité de la relation. Regardons les deux nuages de points. On voit qu'à gauche, la relation est plus forte, plus stricte qu'à droite. Néanmoins, si on calcule la covariance à gauche est inférieure à la covariance du nuage de points à droite. Ensuite, il est possible de montrer que la covariance est toujours, en valeur absolue, inférieure ou égale au produit des écarts types marginaux Sx, Sy. Cette propriété est une conséquence de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Si on crée la matrice de variance-covariance, c'est-à-dire on prend la matrice où se trouvent les variances sur le diagonale et les autres éléments sont les covariances, on sait aussi montrer que cette matrice est 2 carrés, clairement, mais aussi symétrique et normalement inversible. Ces deux propositions seront admises sans preuve. Pour finir la partie sur la covariance, encore un exemple sur la borne de la covariance. Pour le premier graphique, le graphique à gauche, on a vu que la covariance était 7,78. Si on calcule le produit des écarts types, on trouve 7,92. Donc une valeur supérieure à 7,78. De même manière, pour le graphique à droite, la covariance est 8,03 et le produit des écarts types est plus grand, étant 9,66.